Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver ce soir pour un webinaire sur la rhumatologie. Alors, la rhumatologie, bien souvent s'associe à des phénomènes inflammatoires et également souvent sous-évalués. Donc aujourd'hui, ça représente quand même un gros enjeu de santé publique parce qu'il va falloir gérer la douleur derrière ces troubles ostéo-articulaires, tendinomusculaires. D'accord? Souvent, on les traite avec des anti-inflammatoires, avec des corticothérapies et avec bien sûr des myorelaxants, mais ça implique également beaucoup d'effets délétères à moyen et long terme. Donc, on va voir ce soir, après avoir brossé quelques-unes de ces pathologies, comment on pourrait avoir une approche thérapeutique plus naturelle pour pallier à ces effets délétères des thérapeutiques lourdes et allopathiques et mieux apprendre à gérer la douleur. Donc, comme toujours, on sera disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les taper sur le chat et je les retransmettrai à Jean-Yves à ce moment-là. Voilà, à vous Jean-Yves. Eh bien, merci Aline, bonjour tout le monde. Donc, on va faire un petit voyage à travers la rhumatologie, si vous voulez bien, et grâce au bilan nutrition santé qui vont nous éclairer sur la situation actuelle de nos patients et sur le type de problèmes auxquels ils ont à faire face. Alors, d'abord, il faut tout de suite différencier les affections qui sont à rattacher à deux grandes dysfonctions. Les affections ostéo-articulaires, dont l'origine est une déminéralisation, c'est-à-dire un trouble de la filtration rénale, puisque c'est le rein qui va retenir l'eau et les sels minéraux. Donc là, on aura un problème généralement rein surrénal à explorer. Ce type de problème ostéo-articulaire se repère cliniquement parce que les douleurs sont fixées, c'est toujours la même articulation, et en général, elles sont augmentées par les mouvements prolongés. Autrement dit, plus le malade se serre de l'articulation, plus ça fait mal. Au contraire, vous avez des pathologies assez fréquentes de type tendinomusculaire, c'est-à-dire périarticulaire, dont l'origine est un terrain intoxiqué. Et en fait, là, le foie est dans le coup parce que c'est le foie qui va recycler l'acide lactique qui est créé au cours du mouvement. Donc, la différence clinique est notable. Les douleurs sont mobiles, elles peuvent passer d'une articulation à l'autre, d'une zone à l'autre, et elles sont augmentées au dérouillage, c'est-à-dire au début du mouvement. Le patient, quand il se lève le matin, il est tout raide, et puis au fil de la journée, au fur et à mesure qu'il chauffe l'articulation, il a moins mal. Voilà, donc il faut tout de suite, cliniquement, faire la différence de ces deux grands types de problèmes, qui pourront d'ailleurs se rencontrer parfois ensemble. Des fois, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a à la fois une lésion ostéo-articulaire et une lésion tendinomusculaire autour. Alors, comme toujours, le patient a une histoire, c'est-à-dire que votre patient, il vient, mais il n'est pas arrivé directement d'une autre galaxie, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de dysfonctions organiques, il a des signes d'usure, et donc on va étendre notre enquête à des signes associés, les affections rénales, par exemple la lithiase, qui va nous donner une appréciation d'un état de sécheresse, lithiase rénale ou même lithiase vésiculaire. Ça signera la sécheresse qui va se retrouver au niveau des articulations et de la quantité de liquide synovial disponible. Gynécologique, fibrome, kyste ovarien, rétroversion utérine. Alors évidemment, tout ça, ça va d'abord indiquer qu'il y a un problème au niveau des équilibres hormonaux, mais aussi ça pourra très bien induire des douleurs projetées dans les articulations de proximité. Il ne faut pas oublier que les ovaires, par exemple, sont posés directement sur l'articulation sacro-iliaque. Cardiaque, angor, là aussi, on aura des douleurs qui vont irradier un petit peu partout, y compris dans les mâchoires. Digestive, hernie hiatale, lithiase biliaire, etc. Et la présence de zones réactogènes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, le sujet peut être porteur d'une épine irritative, si vous voulez, qui va induire des douleurs à distance et des douleurs qui souvent vont se projeter sur les articulations, sur les lombes, sur tout un tas
zones de faiblesse, hein, alors qu'en fait, ces zones de faiblesse ne sont que la partie émergée de l'iceberg et qu'il faut chercher des foyers dentaires et des cicatrices toxiques. Et en particulier, on sait maintenant, par les études en oral thérapie, que 50% des douleurs chroniques sont liées à des foyers dentaires ignorés. Donc, il est toujours intéressant, quand vous voyez un patient en rhumatologie, de lui faire ouvrir la bouche et puis de regarder l'état de ses dents, de sa mâchoire, de ses gencives, etc. Et les soins éventuels qui ont été faits. Et puis également, bien sûr, d'évaluer l'état de l'articulation temporomandibulaire, qui est une énorme articulation qui pousse sur la base du cerveau et qui peut également être cause de douleurs à distance. Alors, cette enquête médicale est compliquée par le fait qu'il n'existe souvent pas de parallélisme entre douleur et signes radiographiques. Alors, on voit par exemple des cervico-brachialgies invalidantes qui ne sont signalées que par un petit effacement de la lordose physiologique. Autrement dit, la colonne s'est un petit peu redressée, et pourtant le patient se plaint de douleurs abominables et même d'impotence fonctionnelle. J'en ai vu, par exemple, il n'est plus capable de taper à la machine parce que les doigts se paralysaient, vous voyez, c'est quand même invalidant. Alors qu'une cervicarthrose évoluée pourra être indolore et ne pas provoquer de gêne particulière. Donc là aussi, il faut bien faire la part entre les signes cliniques et les signes radiographiques. Alors bien sûr, on va se servir du tableau des phases de Reykjavik, hein, autrement dit, on va bien différencier les pathologies des stades 1, 2 et 3 qui sont des pathologies où le patient est humide et qui vont présenter des inflammations aiguës ou au contraire des pathologies des gens qui ont un peu avancé en âge. Hein, chez la femme, c'est souvent après la ménopause, chez l'homme également à partir de la cinquantaine. Et donc, on va voir apparaître des phénomènes de sécheresse, des lithiases, des ulcérations, des douleurs chroniques. Et là, on va rentrer dans des problématiques d'inflammation chronique. Donc, l'exploration ne sera pas la même, la maladie ne sera pas la même, le pronostic ne sera pas la même et le traitement ne sera pas le même non plus, bien sûr. Alors, donc, ce terrain biologique va se dégrader plus ou moins vite, bien sûr, en fonction de deux facteurs bien connus, c'est-à-dire la solidité des régulations du sujet, en particulier lié au HLA, hein, au Human Leukocyte Antigen, c'est-à-dire l'organisation du système immunitaire. Hein, c'est ce qu'en médecine chinoise on appelle les fragilités internes, et sous les coups répétés des diverses contraintes externes. Alors les contraintes externes, elles sont alimentaires, immunitaires, traumatiques, etc. Hein, c'est sûr que si vous êtes employé municipal et que vous passez vos journées au marteau-piqueur, hein, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes beaucoup plus tôt et beaucoup plus graves que quelqu'un qui est derrière un bureau à signer des chèques. Alors, dans les phases 1 et 2, hein, chez les sujets jeunes, qu'est-ce qui va dominer? La stagnation et la chaleur, c'est-à-dire des pathologies infectieuses de l'enfance. Et là, on va voir par exemple apparaître des ostéites. Hein. Et on va voir également beaucoup de phénomènes de stagnation de type lombalgie, d'engorgement. C'est des gens qui sont un petit peu pléthoriques et ils ont, quand on les palpe, quand on met les mains sur les lombes, ils sont assez engorgés, c'est dur. Et là, souvent, il suffit d'utiliser un petit remède homéopathique, style sulfure, nux-vomica, etc., pour dégager cette stagnation et pour libérer complètement l'articulation engorgée. Dans les phases 3 et 4, on a des patients qui vont développer, bien sûr, des pathologies de surcharge, mais surtout des allergies et des intolérances alimentaires. Et en particulier, les intolérances alimentaires et les douleurs chroniques vont se développer dans un contexte de sécheresse, hein, cibler les lithiases, et là, on va voir également donc, des douleurs et des ulcérations. La phase 3, généralement, c'est des sujets assez jeunes. Hein. La phase 4, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de 40-50 ans. Et là, on voit apparaître pas mal d'intolérances alimentaires, des douleurs chroniques, de l'irritabilité, de la fatigue, et toujours pareil, sur un contexte de sécheresse. Plus tard,
les phases 5 et 6, on voit apparaître des maladies auto-immunes et des cancers. Hein. On est dans la phase de dédifférenciation. Là, on est toujours dans la sécheresse, mais les régulations immunitaires commencent à déraper sérieusement. Et là, il va falloir avoir une stratégie qui est un petit peu différente et qui sera, dans certains cas, une stratégie d'accompagnement et d'arrière-garde parce qu'on arrive un peu tard. Donc, toujours se rappeler que les BNS vont objectiver la dégradation du terrain sur laquelle se développe le trouble. C'est très bien de s'occuper du trouble, mais si vous ne traitez pas les régulations qui sont autour, ça ne tiendra pas. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des traitements allopathiques. On fait disparaître le symptôme et puis il revient 3 semaines, 6 semaines après. Alors, en phase 1, on voit surtout des périarthrites et des lombalgies. En phase 2, on voit surtout des arthrites infectieuses. En phase 3, on voit de la goutte. Et puis la sécheresse s'installe avec l'âge. Et là, on va voir en phase 4 des acidoses localisées avec des arthroses et des arthrites, de l'ostéoporose. En phase 5, on va voir arriver les polyarthrites. Et puis en phase 6, on va voir arriver les cancers des os et les métastases osseuses. Voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Les inflammations sont de types différents et puis il y a une logique d'évolution des pathologies chez les patients. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, bien sûr, heureusement, c'est des choses relativement peu graves, c'est-à-dire des manifestations périarticulaires. Alors, les périarthrites présentent un dérouillage matinal, elles sont mobiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer d'une articulation à l'autre. Alors, on avait, quand j'étais médecin de campagne, j'avais le lundi matin, j'avais tout un tas d'ouvriers agricoles qui venaient et puis qui me disaient « Ah là là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là ». Alors, ils étaient généralement portugais ou espagnols. Alors, ils arrivaient, c'était « Hay una dolore aquí que me corresponde acá ». Nous, on appelait ça le syndrome ibérique. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient... Le dimanche, ils avaient fait la fête avec leurs copains, ils avaient pas mal picolé, et le lundi matin, ils étaient raides comme un coup de trique, ils avaient mal partout, le foie était complètement engorgé, et évidemment, ça se reportait sur le tendon musculaire. Alors, on les mettait au repos pendant 2 jours, et puis le foie dégorgeait, ça allait mieux, et puis ils pouvaient reprendre le bout. Alors, on les grondait un peu, on leur disait quand même, il faut faire attention, voilà. sans trop d'illusions quand même. C'est un dur travail, le travail de journalier agricole, et donc ils se dopaient, les pauvres, ils avaient besoin de ça. Alors, ces périarthrites se manifestent surtout par une hyperalpha 1, c'est-à-dire les enzymes de l'inflammation, sur un fond de sécheresse, c'est-à-dire qu'on voit apparaître un effondrement des albumines. Vous savez que les albumines sont des petites protéines rondes qui sont très nombreuses et qui gèrent la pression osmotique. Et bien sûr, des euglobulines. Les euglobulines, c'est celles qui vont résister à la dessiccation. Les autres paramètres seront à surveiller quand on fait des BNS 24. Alors, le calcium, on le voit sur le BNS 12. En particulier, voir si le sujet ne mange pas trop. Le calcium, c'est un paramètre qui est lié aux graisses alimentaires. Le manganèse, c'est un paramètre qui est lié au cholestérol et aux graisses endogènes. Il ne faut pas oublier que le foie, c'est quand même le grand filtre, le grand émonctoire des graisses. Donc, dès que vous avez une pathologie des graisses, on regarde le foie. Et puis, dans le BNS 24, on va regarder le cuivre pour la spasticité et le magnésium pour les douleurs. Vous savez que quand un magnésium est très élevé, c'est qu'il y a une douleur en cours. Quand le magnésium est effondré, c'est que c'est une douleur chronique. Voilà. Alors, voilà par exemple un cas typique de canal carpien. Le canal carpien, c'est typiquement une atteinte périarticulaire déjà assez importante, très invalidante, très douloureuse. Il y a des douleurs qui se propagent aussi bien dans la main qu'en montant des fois même jusqu'à l'épaule. Et alors, ce canal carpien, qu'est-ce que c'est? C'est une tendinite qui est de la phase 4, donc qui se développe dans un contexte d'acidose. Et on a un tableau assez typique, comme vous pouvez voir, avec hypoalbumine, donc il y a de la sécheresse, hypoglobuline, il y a de la sécheresse, et puis on voit une grosse hyper-alpha 1, donc gros problème d'inflammation tendinomusculaire. Et puis tiens, on regarde qu'aussi le foie est engorgé.
le paramètre bêta est un petit peu haut. Donc là, on est à limite avec un foie un petit peu fort. Et en effet, c'est une charmante patiente que je connais et qui aime bien les blancs du content de veau. Donc je lui ai dit de se limiter un petit peu à l'occasion. Alors, évidemment, donc, il y a cette sécheresse qui va provoquer une acidose localisée, et puis il y a des microtraumatismes. Plus les gens travaillent avec leurs mains, plus ils tirent sur leurs poignets, et bien, évidemment, plus le canal carpien va avoir tendance à se développer. C'est pour ça que souvent, c'est à droite chez les droitiers et c'est à gauche chez les gauchers. Alors, évidemment, le traitement, il va viser à faire céder cette acidose. On va essayer de limiter les microtraumatismes en mettant un petit système autour du poignet pour se rappeler qu'il ne faut pas trop tirer dessus. Et puis, en fait, le vrai traitement, c'est la chirurgie. Parce que il y a très vite une fibrose qui s'est installée et qui, avec un cercle vicieux inflammatoire local, et on ne va pas pouvoir s'en tirer si ce n'est pas pris tout de suite, très tôt. On ne va pas pouvoir s'en tirer et soulager durablement le patient. Alors, le problème de la chirurgie, c'est qu'évidemment, si on n'a pas traité l'état d'acidose, eh ben, on rajoute un élément traumatique, qui est le scalpel du chirurgien. Et à ce moment-là, on a une maladie qui s'appelle le SUDEC en Suisse, et en France, on ne connaît pas ce mot-là, on parle de neuroalgodystrophie, c'est-à-dire une inflammation grave et chronique de toute la paume et de l'avant-bras, et qui est extrêmement invalidante et qui peut aboutir à même des lises osseuses et des rétractions tendineuses absolument handicapantes. La maladie de SUDEC. Alors, le SUDEC, il n'y a pas de traitement. On fait de l'apparat-hormone de saumon, on fait des trucs, mais ils ne savent pas traiter. Alors, personnellement, moi, je sais bien que les SUDEC, j'en ai vu beaucoup avec des BNS, ils ont exactement cet aspect-là, c'est-à-dire un aspect d'acidose avec inflammation tendino-musculaire. Et là, évidemment, il y a toujours à peu près les mêmes plantes qui sortent. Et c'est avec ces petites plantes-là qu'on va faire céder les SUDEC. Et en particulier, la grande plante du SUDEC, c'est Eunothera biennis. Donc, vous voyez, c'est intéressant. C'est l'onagre, c'est une plante qui est très riche en oméga 6 et en oméga 3, et donc qui va réguler les prostaglandines anti-inflammatoires. Alors, j'ai mis à côté une qui peut substituer, des fois, le système la substitue, Brassicanapus oleifera, c'est le colza, et le colza est très riche en oméga 3, et c'est une plante qui marche bien dans le canal carpien, mais elle marche bien aussi, pour moi, elle est vraiment assez spécifique de la fibromyalgie. Voilà, qui est quand même également un phénomène inflammatoire douloureux de type périarthritique. Alors, à l'opposé, donc là, on était dans l'inflammation aiguë, mais qui peut être grave et invalidante quand même. À l'opposé, on a des inflammations en gamma, c'est-à-dire où là, vraiment, il y a une activation des lymphocytes. On est passé de l'inflammation macrocytaire à l'inflammation lymphocytaire. Donc, cette inflammation lymphocytaire, elle va sécréter des anticorps, donc on va avoir une augmentation des gamma-globulines, des gamma-globulines, et puis on va voir aussi apparaître des modifications des bêta, parce que le paramètre bêta met en évidence le complément, et donc quand il y a une inflammation importante, eh bien, il y a activation du complément, parce qu'il y a des lisses tissulaires. Il ne faut pas oublier que c'est des maladies, les polyarthriques, qui sont déformantes et qui peuvent même créer des géodes, créer des remaniements osseux et articulaires absolument impressionnants. Je vais vous en montrer un après. Donc, les périarthrites correspondent à des atteintes multiples, tenaces, inflammatoires chroniques. Ils se manifestent surtout par une hyperbêta, donc activation du complément, et gamma, donc anticorps, et E-gamma, donc anticorps de défense, sur fond de sécheresse, hypoalbumine et ou hypoalpha 1. Alors, pourquoi hypoalpha 1? Parce que en hypo, l'alpha 1 signale la tendance à l'anémie. Et pourquoi hypoalpha 1? Parce que le foie, qui normalement régule les auto-immunités et l'hypergamma, le foie est en mauvais état. Donc évidemment, il faudra
une des meilleures régulations qu'on a des auto-immunités, c'est de soigner le foie. Les autres paramètres à surveiller, alors dans le BNS 24, ça sera le mercurius, le mercure, qui est un paramètre d'inflammation lymphoïde, les acides, et puis là aussi, dans le 24, le cuivre et le magnésium, toujours pour la spasticité et les douleurs. Alors voilà par exemple le bilan d'un patient qui a une spondylarthrite ankylosante. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit les albumines ne sont pas trop basses, elles sont à 0, donc c'est normal. Il n'a pas un vide de sang, d'ailleurs il ne se plaint pas de grand-chose. C'est un jeune homme, vous savez que ça peut atteindre les jeunes hommes, la spondylarthrite. Par contre, il a une hyper-alpha-2 quand même qui est importante. Ça veut dire qu'on est passé de l'inflammation aiguë à l'inflammation subaiguë. Et puis surtout, il a ce bloc bêta-gamma qui signe l'auto-immunité. Voilà, hyper-bêta-gamma, beaucoup trop d'anticorps, beaucoup trop de compléments. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme stress oxydatif. Énorme, puisque là, il est à 4,11, vous voyez. Et donc, le stress oxydatif, ça va attaquer les tissus, et les tissus souffrent, et les tissus vont se dégrader, et elles vont même aller jusqu'à perdre la forme. Alors évidemment, ce garçon, qui ne se plaint pas de grand-chose, quand on regarde son bilan biologique, on voit qu'il est à 30 en stabilité, donc c'est très mauvais. Et puis en vieillissement vasculaire, c'est énorme. Il est à 1,86 alors que ça ne doit pas dépasser 0,50. Donc là, vous voyez, quelqu'un qui vient vous voir, il vous dit, on m'a détecté une spondylarthrite, mais enfin, j'ai pas mal, je vais bien, etc. Puis vous lui faites un bilan, puis vous tombez là-dessus. Alors là, c'est très intéressant. Vous dites qu'il y a une dissociation entre la clinique et la biologie. Il ne faut pas oublier que la biologie précède toujours la clinique. Donc c'est un garçon qui va bien actuellement, mais probablement, d'ici 3 à 6 mois, il va nous faire une grosse poussée. Donc c'est le bon moment pour le traiter. On ne va pas attendre qu'il soit complètement bloqué au lit pour le traiter. Alors voilà une belle image de polyarthrite rhumatoïde, vous voyez, avec ce qu'on appelle le coup de vent cubital. Vous voyez, donc les déformations des articulations distales et des doigts, avec cette déformation vers le cubitus de tous les doigts. Et puis on voit, il y a des géodes, vous voyez, il y a des lacunes dans les têtes osseuses. Et il y a même le cartilage est complètement mangé par des cellules qui sont spécialisées d'ailleurs, qui s'appellent les rhagocytes. Je suis un des rares à savoir que c'est les rhagocytes parce que c'est une question sur laquelle j'ai été planté à mon examen de clinique, donc après on s'en souvient toute sa vie. Alors la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante sont les plus fréquemment rencontrées. C'est pratiquement 1 à 2% de la population, donc vous en rencontrerez. La polyarthrite, alors autrefois on en rencontrait rarement avant 40 ans. Et puis depuis qu'ils ont systématisé la polyvaccination et puis les traitements iatrogènes divers et variés, on voit des polyarthrites chez les petits-enfants. J'en ai vu à 6 ans, à 8 ans, 9 ans, etc. Alors que normalement, c'est des gens, même avec un mauvais HLA, ça n'aurait pas dû démarrer avant 40-50 ans, vous voyez. Donc c'est quand même vraiment délétère, c'est vraiment dommage. Alors, deuxième difficulté qu'on rencontre dans ces pathologies-là, c'est que maintenant les rhumatologues ont des remèdes extrêmement puissants pour gérer le problème. Ça s'appelle les biothérapies. Alors ça n'a rien de bio du tout. Ce sont des remèdes qui sont fabriqués dans des bioréacteurs et à partir de cellules microbiennes ou de cellules cancéreuses d'ailleurs, on peut utiliser différentes chimères cellulaires, et puis on oblige donc ces cellules-là à fabriquer des anticorps anti-TNF-alpha. Alors TNF-alpha, TNF, ça veut dire tumoral necrosis factor. C'est une enzyme qui est au centre de l'inflammation. Donc, on fabrique des anticorps pour bloquer l'inflammation. Donc, c'est un espèce de super anti-inflammatoire. Et on les injecte donc à raison d'une injection. Le patient peut se la faire lui-même. Il a des petites seringues pré-remplies. À raison d'une injection toutes les 8 jours, 3 semaines, des fois même 2 mois, rarement plus.
Alors, il faut savoir que ça marche très très bien, c'est assez spectaculaire, hein, il n'y a plus d'inflammation, le patient il vit une vie normale avec ce traitement-là, mais d'abord il y a des effets secondaires, hein. Il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des rash, tout un tas de problèmes. Et puis alors, le fait de faire disparaître le tumoral necrosis factor, ça les fragilise au niveau de leur immunité et en particulier, ça favorise tout un tas d'infections, en particulier la tuberculose. Et puis également, ça peut favoriser la sortie d'un cancer. Donc c'est quand même pas anodin du tout. Et puis en plus, le problème, c'est que ces molécules, eh ben, le corps apprend à lutter contre, et puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, eh bien, il y a un phénomène d'échappement. C'est-à-dire le corps les repère quand même comme étrangères et il finit par les bouffer. Et donc à ce moment-là, on voit réapparaître l'inflammation. Alors à ce moment-là, ben, les rhumatologues vont en chercher un autre qui est nouveau, que le corps ne connaît pas bien, et puis ils recommencent une période de latence tranquille pendant à peu près 2, 3, 4, 5 ans, etc. Donc, c'est un progrès fondamental pour les patients. Ça évite d'avoir utilisé la cortisone et tout un tas de produits avec des effets délétères, mais c'est quand même pas, c'est pas une guérison, hein. On les tient sans inflammation et sans signe clinique, mais avec quand même un traitement qui est quand même lourd. Alors, c'est très intéressant de faire des BNS chez ces patients parce que vous allez réguler l'immunité sous TNF. Et on se rend compte que le TNF, il bloque l'agent principal de la réaction inflammatoire, mais qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes secondaires qui ont tendance à se développer et que le BNS apaisera. Et moi, j'ai des patients qui sont depuis 10, 12 ans sous biothérapie, et grâce au BNS, ils supportent bien leur biothérapie et la maladie ne s'est pas réveillée. Donc, vous voyez, même dans des pathologies graves et avec des traitements lourds, on a un rôle à jouer qui est important. Alors, un petit peu moins spectaculaire, l'arthrose. L'arthrose, alors, les conceptions actuelles de l'arthrose s'opposent à la vision ancienne d'une usure liée à l'âge. Cette affection peut apparaître précocement, nous n'en voyons que les symptômes tardifs, des lésions cartilagineuses avec production d'ostéophytes, qu'on appelle les becs de perroquet, qui représentent une pathologie chronique dégénérative non inflammatoire ou très peu. Donc le trépied symptomatique de l'arthrose comprend la douleur, qui est d'installation progressive, la raideur et l'épanchement, auxquels viennent parfois s'ajouter des craquements, des déformations et une impotence fonctionnelle. Donc ça, c'est évidemment, c'est ce que les gens vous disent, c'est l'âge, donc ils craquent, ils ont plus ou moins mal, ils sont raides. Évidemment, le cartilage, lui, il va souffrir énormément de la sécheresse. Et là aussi, il va falloir traiter la sécheresse. Un des meilleurs traitements de la sécheresse, c'est évidemment d'utiliser les plantes, de faire un petit suivi des plantes du BNS qui vont corriger ce phénomène de sécheresse et qui, même si elles n'ont pas d'effet, je dirais, objectif, immédiat sur la pathologie du moment, vont amener des phytohormones qui vont limiter la dégradation arthrosique. Pour moi, ça, c'est fondamental. Vous savez que je suis un amoureux des petites plantes. Voilà, donc en fait, on va se rendre compte que petit à petit, il va y avoir de moins en moins de synovie, donc il va y avoir des raideurs, des craquements, et puis l'os va le cartilage va. Là, c'est assez mal rendu parce que normalement, le cartilage est épais ici, et ici, il est beaucoup moins épais. Et puis finalement, il va disparaître, et à ce moment-là, on aura os contre os, et on n'aura plus d'eau dans l'articulation. Donc tout ça, ça va s'enflammer très facilement, et on aura des douleurs, des raideurs, et l'arthrose va se transformer en arthrite. Alors évidemment, il y a des formes extrêmement précoces de ça. C'est l'hémochromatose et l'hémophilie. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il va y avoir des ions fer dans l'articulation. Et les ions fer vont agir exactement comme la paille de fer sur le fond de votre casserole. C'est-à-dire, ça va user le cartilage très très vite. Et moi j'ai vu des hémochromatoses de 20 ans avec des genoux complètement détruits. Et on voit ce qui est assez typique, pas des hémochromatoses, des hémophilies de 20 ans avec des genoux détruits. Et on voit
des hémochromatoses de 40-50 ans avec des hanches, avec des prothèses de hanches. Alors que normalement, ça ne devrait pas se voir. C'est là où, quand vous avez un gros problème articulaire, pensez au problème de fer, vérifiez que le sujet n'a pas une hémochromatose. Donc, il suffit de demander la ferritine, et puis généralement, ils ont des ferritines très élevées, et ça signe l'hémochromatose. Alors, qu'est-ce que vous proposent les classiques dans le traitement de l'arthrose et de l'arthrite, hein? Eh ben, des anti-inflammatoires lors des poussées évolutives, hein. Alors, vous savez que ces anti-inflammatoires, ils sont dangereux. Et en plus, ils admettent eux-mêmes que l'effet à long terme n'est pas prouvé. Alors, par contre, les effets secondaires à long terme, ils sont prouvés, hein. Vous allez vite creuser votre estomac, vous faire une colite, et puis j'ai vu un patient qui avait un petit peu mal au poignet, au pouce, hein. Donc, il a pris pendant 1 an et demi des anti-inflammatoires, et au bout d'1 an et demi, il a fait une leucémie. Donc, ça, c'est quand même ennuyeux. Et avec, si nécessaire, des injections de corticoïdes intra-articulaires. Alors là, c'est la mode, hein. On fait des infiltrations de corticoïdes, ça soulage bien 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois même 6 mois. Mais là aussi, le corticoïde va pas traiter enfin, il va remettre un petit peu d'eau localement, il va calmer l'inflammation localement, mais il ne va pas guérir le malade dans le processus sur lequel nous, on prétend avoir une petite action. Alors, en plus, les corticoïdes, bien sûr, ont des effets généraux, et un des effets généraux qu'ont les injections de corticoïdes, c'est de favoriser le diabète, hein, et donc en partie, et l'ostéoporose. Évidemment, ces deux choses-là vont amener le sujet à prendre du poids, et évidemment, prendre du poids, ça veut dire faire travailler beaucoup plus ses articulations. Alors, on propose aussi des médicaments appelés pudiquement chondroprotecteurs, hein, comme la piasclédine, le fructome, le jonctome, etc. Il n'y a jamais eu d'études bien probantes que ça marchait. Alors, qu'est-ce que nous, qui faisons, nous les petits naturopathes qui faisons de la micronutrition, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, on propose les 2 molécules qui composent le cartilage, hein, la chondroïtine et la glucosamine, auxquelles on va rajouter du MSM et de la vitamine D, hein, pour éviter d'abord l'ostéomalacie, et puis pour améliorer l'efficacité de la parathyroïde. On va proposer des acides gras insaturés oméga 3 parce qu'ils ont un effet physiologique d'abord anti-inflammatoire en agissant comme antiprostaglandine. Et puis en même temps, il y a un effet de protection vasculaire. On pourra utiliser des sels de Schussler, hein. Vous savez que les sels de Schussler sont les constituants naturels du corps humain. Le phosphate de calcium, hein, Calcarea phosphorica, pour les douleurs sacroiliaques, les syphoses douloureuses des adolescents. Moi, j'ai appris les sels de Schussler, c'était un patient qui est venu me voir, il était pizzaïole. Et puis, il était bossu, il avait une énorme scoliose avec une grosse déformation, une épaule beaucoup plus haute que l'autre, etc. Et puis, il vient me voir au cabinet, il me dit, je voudrais que vous me prescriviez des sels de Schussler. Je lui dis, ah bon, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, expliquez-moi. Alors, il m'a expliqué, et en fait, rien qu'avec les sels de Schussler, il maintenait ses douleurs et sa déformation de la colonne vertébrale, et donc ça lui permettait de faire son travail, parce que le pizzaïole, c'est quand même assez physique. Voilà, Calcarea phosphorica, grand remède de l'os, Calcarea fluor, grand remède des tendons, hein, de la fragilité tendineuse, et en particulier Calcarea fluor, c'est le grand sel de la maladie du Dupuytren, vous savez que qui est une sclérose des aponevroses et des tendons palmaires. Natrum sulf, qui est le grand remède des œdèmes traumatiques, hein, et en particulier, ça marchera bien dans les coxalgies aggravées par le repos et par l'humidité. Natrum sulf, c'est le grand remède des rhumatismes aggravés par l'humidité. Et puis Silicea, qui est le grand activateur du système immunitaire, régulateur du système immunitaire, et en particulier régulateur des auto-immunités. Donc Silicea, on ne l'oubliera pas. Et puis bien sûr, les plantes que va proposer le BNS. Alors le BNS va proposer, vous savez que toutes les plantes sont bonnes, hein,
dans la proposition du BNS, mais on ne va pas toutes les donner. On va essayer de choisir celles qui ont la polarité d'action la meilleure pour les symptômes cliniques du sujet. Alors là, je vous en ai mis 5 qui, pour moi, sont absolument fabuleuses en termes d'action anti-rhumatismale. L'asperge, asparagus, alors grand remède de la polyarthrite, complètement ignoré des classiques, ça marche pas mal. Cochléaria, le réfort, alors là aussi très reminéralisante, grand remède de l'ostéoporose et également de la polyarthrite. Equisétum avancé, la prêle, très riche en soufre, très riche en silice, grand normalisant des inflammations en général et très reminéralisant. Symphytum, la consoude, alors grand remède également reminéralisant. Vous savez que Symphytum, vous pouvez récupérer des retards de cale osseux de façon absolument spectaculaire. Symphytum, malheureusement, les pharmaciens ne veulent plus vous le délivrer au-dessous de la 4D, mais vous l'avez en tisane et puis vous l'avez dans votre jardin, vous pouvez faire votre teinture vous-même, il n'y a pas de souci. Et puis, alors, ma chérie, la Vanilla planifolia, la vanille, la gousse de vanille, et heureusement, ils l'ont remise, donc on peut de nouveau la prescrire en France. Donc, vous prescrivez Vanilla planifolia 1DH, une trentaine de gouttes par jour, dans une petite cuillère à café avant le repas du soir. C'est très agréable, ça fait un petit apéritif, c'est très bon, ça a très bon goût en plus. Et en plus, elle est digestive. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, c'est facile. Vous prenez 1 millilitre de rhum blanc des Antilles, vous mettez une demi-douzaine de gousses de vanille bourbon dedans, que vous allez effiler, et puis vous laissez reposer 3 semaines, et vous avez ce qu'on appelle un rhum arrangé, et qui est absolument délicieux, et qui améliore de façon spectaculaire les polyarthrites, les spondylarthrites, et tous les phénomènes inflammatoires que les classiques n'arrivent pas à contrôler. Alors, pourquoi ça marche, entre autres la vanille? Parce que la vanille, c'est un ovaire végétal. Et donc, évidemment, elle va retenir l'eau dans les articulations enflammées et elle va calmer l'inflammation. Je rassure les messieurs, elle n'atteindra pas votre libido. Voilà. Alors, l'ostéoporose, dans les troubles dégénératifs, on a l'ostéoporose. Alors là, actuellement, c'est absolument rigolo, l'ostéoporose. Il faut remettre les pendules à l'heure un peu de tout le monde, parce que vous avez tous eu dans votre cabinet des gens, des charmantes dames de 50 ans qui venaient de faire une ostéodensitométrie, et on leur a dit, ma pauvre dame, il faut tout de suite vous mettre au biphosphonate, parce que demain, vous allez vous casser. Alors, soyons raisonnables. D'abord, il n'y a pratiquement pas de fracture de fatigue, on appelle ça une fracture de fatigue par ostéoporose, avant l'âge de 80 ans. Avant 80 ans, c'est rarissime. Donc, on a le temps de réfléchir. Il ne faut pas s'énerver. Alors, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? C'est un déplacement de la masse calcique de l'os vers le tissu conjonctif. Il va y avoir des ostéophytes, c'est-à-dire la trame de l'os va s'affaiblir, mais par contre, il va y avoir des becs de perroquet qui vont apparaître partout et dans l'endothélium des vaisseaux. Et les gros vaisseaux vont se calcifier. Et quand on vous fera une radio du poumon, on verra l'aorte qui sera toute calcifiée, par exemple. Et ça pourra entraîner des problèmes de valves ou des problèmes d'hypertension artérielle. Donc, en fait, il n'y a pas un véritable déficit de calcium. C'est plutôt un déplacement le calcium n'est plus au bon endroit. Donc, on appelle ça une déminéralisation, quand même. Elle est essentiellement due à une désadaptation endocrinienne prolongée. Alors, ovarienne, parce que l'arrêt de la fonction ovarienne va entraîner une sécheresse, et puis parathyroïdienne plus tard. Et là, on va voir en effet les parathyroïdes vont avoir des problèmes et ne contrôleront plus bien la régulation du calcium et du phosphore dans l'os. Alors, c'est pour ça que c'est important de donner de la vitamine D3, par exemple de la D3K2 aux gens âgés l'hiver en particulier, parce qu'ils ne s'exposent pas au soleil, ils sont avec leur doudoune et leur bonnet en fourrure. Donc, on leur met de la vitamine D3K2, ça ira très bien. Par contre, moi, je suis extrêmement opposé à la prescription de calcium. Des produits comme le calcimagon ou des suppléments calciques, ça ne sert à rien.
Et d'abord parce que vous allez le pisser immédiatement, hein, et puis surtout parce que l'apport de calcium en grosse quantité va fatiguer le rein, favoriser les lithiases, et puis surtout, elle va provoquer une hypertension artérielle. C'est classique, c'est connu. Les apports calciques favorisent l'apparition des hypertensions artérielles. Donc, à partir de ce moment-là, on va être obligé de donner un deuxième, puis un troisième médicament. Enfin bref, on ne s'en sort plus, alors qu'il aurait suffi d'arrêter la supplémentation calcique pour que les gens se portent beaucoup mieux. Également, c'est complètement idiot de donner, d'insister pour que les gens prennent des produits laitiers. Hein. Il faut beaucoup mieux leur conseiller de prendre plus de légumes. Les légumes sont très riches en calcium. Et puis, il y a des os qui sont très riches en calcium aussi. Par exemple, l'évian est très riche en calcium. Alors, on observe une raréfaction de la trame protéique de l'os. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le calcium qui est dans le coup. Il y a également les protéines. Et en effet, très souvent, les gens âgés ont des carences protéiniques, hein, surtout s'ils ils ont des difficultés financières. Hein, donc, ils ont tendance à manger plus du pain et des patates que de la viande et du poisson. Hein. Et donc, ça va exposer au risque de fracture. Le tassement vertébral est la complication la plus fréquente. Alors, après 85 ans, on estime qu'il y a un risque de 50% de tassement vertébral. Alors là aussi, la biologie classique est déficiente. Hein. Tous les paramètres biologiques classiques sont normaux. La vitesse de sédimentation est normale, la calcémie, la calciurie, le phosphore, etc. Donc, en fait, la biologie classique ne sert à rien dans l'évaluation de l'ostéoporose. C'est quand même étonnant. Hein. Ça veut dire quand même qu'elle rate énormément de choses. Alors, l'ostéoporose. Donc, retenez que l'ostéoporose ne se manifestera que rarement avant 80 ans. Alors, qu'est-ce que je conseille? Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir assez paniquées. Je leur dis, c'est assez simple. Il faut une phytothérapie adaptée. Les phytohormones retiennent l'eau dans les tissus. Et à ce niveau, les plantes proposées par le BNS sont les meilleures. Deuxièmement, il faut un exercice physique régulier, 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Et le critère que nous donnent les cardiologues, c'est qu'il faut être légèrement essoufflé. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous faites les pieds au mur, vous faites du vélo, de la natation, de la marche rapide, ce que vous voulez, mais il faut être un petit peu essoufflé. C'est-à-dire qu'il faut tirer sur son appareil tendinomusculaire, hein, et c'est le fait de tirer sur l'appareil tendinomusculaire qui a un effet protecteur de l'ostéoporose. On le voit bien dans la Station spatiale internationale, hein, les gens perdaient en moyenne 3% de leur masse calcique par semaine. Hein. Donc les premiers qui sont redescendus, ils ne tenaient plus debout, on les mettait dans des fauteuils roulants. Et puis, évidemment, on leur a essayé tout un tas de médicaments qui ne servent à rien, même les biphosphonates, hein, ça retient le calcium, mais le calcium, en fait, retenu par les biphosphonates, il n'augmente pas de façon notable la résistance de l'os, et dès qu'on les arrête, à peu près, c'est les chiffres de l'hôpital de Lausanne, hein, en une année, vous perdez ce que vous avez maintenu en 5 ans de biphosphonate. Vous voyez, donc c'est pas vraiment efficace. Hein. Ça prouve bien qu'on n'est pas au cœur du problème. Alors, c'est l'exercice physique régulier qui est le plus efficace pour retenir la masse calcique. Dans la Station spatiale internationale, il y a une salle de fitness et ils ont 2 à 3 heures de fitness à faire par jour. Moyennant quoi, ils gardent à peu près un système cardiovasculaire et une masse osseuse correcte. Et puis, alors vous avez un certain nombre d'autres choses à faire. En particulier, moi j'aime beaucoup le coffret Rhumastop, hein, c'est-à-dire les gaz homéopathiques. On donne un petit coffret, le petit coffret avec 10 tubes homéo, il y en a pour 1 an, hein, avec 3 prises par semaine. C'est très très simple, on change les gaz, etc. C'est très simple. Ce petit coffret Rhumastop, on peut le commander à la pharmacie des Bergues à Genève. Ça marche très très bien parce que les gaz homéopathiques agissent au niveau du métabolisme de la biosynthèse. C'est vraiment au niveau de la biosynthèse. Et d'ailleurs, c'est à mettre en relation avec les cures thermales. Dans les cures thermales, quand vous allez faire une cure thermale, on vous donne un petit gobelet, vous allez avec le petit gobelet à la source et puis vous buvez l'eau qui sort de la source.
Cette eau, on peut la canaliser, puis la mettre en bouteille, mais à ce moment-là, c'est plus de l'eau thermale, c'est de l'eau minérale. Et quelle est la différence entre l'eau thermale et l'eau minérale? C'est que l'eau thermale, elle a encore les gaz thermaux, c'est-à-dire que l'eau a été diluée, dynamisée dans le sol, sous pression, à température, et qu'en fait, il y a des gaz dissous. Et évidemment, dès qu'elle sort du griffon, dans les minutes qui suivent, le gaz s'en va, et elle est plus thermale, elle est minérale. Et donc, là, en fait, l'effet spécifique des eaux thermales, c'est un effet qui est surtout lié aux gaz thermaux. Donc cet effet, on a essayé de le reconstituer avec l'homéopathie gazeuse. Et donc on a mis au point un ensemble de 10 gaz qui permettent d'avoir un très très bon effet énergétique sur l'ostéoporose. Et en fait, toutes les dames à qui on le donne, en général, au bout d'un an, elles reviennent, elles disent remarqué ça parce que je me suis senti en forme et tout. Et on arrive avec l'exercice physique, la phytothérapie et le rhumastop à complètement bloquer les ostéoporoses et à maintenir des états de minéralisation corrects. Voilà. Alors, la goutte, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Là, on est typiquement dans une pathologie de phase acide. C'est une arthrite microcristalline. On est dans une pathologie de phase acide. Elle se manifeste de 3 façons, la goutte. La première, c'est la crise goutteuse qui va toucher un orteil, les chevilles, des fois les genoux, plus rarement d'autres articulations, mais enfin ça se voit aussi. Et il y a même, des fois même, ça touche les articulations au niveau des cricoïdes. Donc on a ce qu'on appelle des aphonies gouteuses, avec des gens qui ont des crises de gouttes dans le larynx. C'est très curieux, j'en ai vu une fois, mais ça traîne dans les livres, mais j'ai vu un cas. Donc ça existe. Et donc cette phase acide, qui va se manifester donc par la précipitation d'acide urique dans l'articulation, elle a 2 causes essentielles. La première, c'est un apport de purine trop fort. Et les purines, ce sont les constituants de l'ADN. Autrement dit, c'est des aliments qui sont très riches en gros noyaux. Et quels sont les aliments qui sont riches en gros noyaux? Essentiellement, bien sûr, les cellules animales, et puis surtout les animaux à croissance rapide. Donc ça va être tout ce qui est la chasse, et puis la pêche. Et d'ailleurs, autrefois, on apprenait que la goutte, c'était la maladie des chasseurs et des pêcheurs. Par contre, la viande rouge, les vieilles carnes qu'on vous sert au McDonald's, les noyaux sont petits et vous pouvez manger de la viande rouge. Vous voyez, c'est amusant parce que quand on demande aux gens quel est le régime goûteux, ils vous disent pas de viande rouge. En fait, non, c'est pas de viande blanche. Et puis pas d'abat non plus. Donc, qui sont des tissus à renouvellement rapide. Voilà. Donc, on va éliminer les viandes blanches, on va éliminer le poisson et les abats, et sinon, on peut manger à peu près tout le reste. En veillant quand même à boire suffisamment, qu'il y ait un bon drainage rénal, et puis surtout à vérifier que ce drainage rénal, il fonctionne. Il faut savoir que la goutte, la crise de goutte est la première manifestation d'une insuffisance rénale. Si le rein n'élimine pas l'acide urique, l'acide urique va se déposer dans les articulations. Alors là, vous avez une photo que je vous ai mise sur cette diapositive qui est complètement historique. C'est la 3e complication de la goutte. Donc la goutte, on a vu l'accès goutteux, l'atteinte rénale, ça va finir par détruire le rein, provoquer des lithiases. Et puis, vous avez les tophis goutteux. Alors les tophis goutteux, c'est des dépôts d'acide urique dans les articulations et en particulier dans les petites articulations des mains. Vous voyez. Alors ça, c'est un jeune patient de 17 ans qui est venu me voir avec des mains complètement déformées par les tophis gouteux. Alors, je suis resté complètement abasourdi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et alors, ses parents m'ont expliqué qu'en fait, ils appartenaient à la mouvance spirituelle de Monseigneur Lefebvre, et que leur fils, depuis qu'il était né, il n'avait pas vu le médecin et qu'il souffrait de gouttes depuis très longtemps et qu'en fait, il ne voulait pas voir de docteur et que Dieu le préservait, etc.
Et donc, alors, je lui ai quand même fait un petit bilan qui était absolument catastrophique, bien sûr, et qui montrait une insuffisance rénale qui était déjà évoluée, là. Et c'est un garçon qui est mort l'année qui a suivi, quoi. Je n'ai pas pu faire grand-chose au stade où il en était. Et alors ça, c'est des photos qui sont absolument historiques, on ne voit plus, parce que maintenant, on les met à l'allopurinol ou à d'autres produits qui vont bien sûr favoriser l'élimination de l'acide urique. Et c'est très rare de voir des tophis comme ça. Voilà. Alors en crise, il faut savoir qu'en crise, la crise va durer entre 3 et 10 jours. Hein. Bien sûr, on donne de la colchicine, qui est un produit assez toxique. Hein. C'est un extrait de la colchique, qui, comme chacun sait, est une monocotylédone de nos prairies. Donc, cette colchique, il faut se méfier parce que c'est un poison mortel. Hein. Donc, et puis, la distance entre la dose efficace et la dose toxique est proche. Donc, il faut faire très attention. Donc, on donne de la colchique, par exemple sous forme de colchimax, et dès qu'une diarrhée apparaît, ça veut dire qu'on atteint la dose toxique. Donc, là aussi, il faut faire très, très attention. Les médicaments allopathiques sont souvent spectaculaires, mais là aussi, on frise souvent des gros problèmes. Alors, bien sûr, en crise, il faut bien expliquer aux patients alimentation végétalienne, hein, parce que les protéines sont acides, hein, les protéines qui contiennent un radical azote sont acides, et puis en plus, il y a toujours un peu plus de purine que dans les légumes. Donc, alimentation végétalienne, juste un peu de lait, de fromage, de céréales, légumes, fruits cuits, éviter les sucres rapides, éviter l'alcool. Alors, les hautes vallées de montagne valaisannes savent bien que le vin blanc provoque des crises de gouttes, en favorisant l'acidose, bien sûr, et en bloquant le rein. Le vinaigre et les épices. Et alors, c'est là où les eaux minérales sont intéressantes parce qu'il y a des eaux qui contiennent beaucoup de tampons, donc qui vont calmer l'acidité, et en particulier la Vichy ou la Vittel. Voilà. Donc, des fois, si vous avez une crise de goutte et que vous n'avez pas de médicaments, simplement en vous mettant un régime végétarien et en vous mettant à la Vichy, à la Vittel, souvent ça suffit. Alors, dans le BNS propose des huiles essentielles. Voilà. Donc, les huiles essentielles, on va bien sûr s'en servir essentiellement en déblocage parce qu'elles amènent beaucoup d'énergie et elles sont hyper concentrées. Hein. Vous savez qu'une goutte d'huile essentielle, c'est égal à 50 tisanes. Il faut faire très attention avec les huiles essentielles, c'est puissant. Et dans le cas de la douleur, c'est très intéressant puisque ça a l'avantage de pouvoir être posé localement. Hein. Donc pour moi, une huile essentielle, c'est exactement l'effet d'une injection. Et d'ailleurs, on le sait bien, il y a certaines essences, vous posez sur la peau, et puis quelques secondes après, vous avez le goût dans la bouche. Donc c'est exactement comme si on avait piqué, comme si on avait injecté quelque chose. Alors là, je vous en ai choisi quelques-unes qui sont assez intéressantes pour les traumatismes. Alors, vous avez l'essence de laurier-noble, par exemple, ou de sarriette. Hein. Ça marche très très bien. Les deux marchent très bien en particulier sur les lombalgies, parce que évidemment, ça va dégager les congestions, ça va désenflammer, puis surtout, ça amène beaucoup d'énergie, ça va dégager les congestions. Donc, assez spectaculaire. Les inflammations et les contractures tendinomusculaires bénéficieront de la lavande, qui est très sédative, évidemment. Et puis surtout du serpolet. Pour moi, le serpolet, c'est la grande huile essentielle. Par exemple, des torticolis. Vous mettez 2 gouttes de serpolet sur le cou et puis dans les quarts d'heure, vous vous rendez compte que le torticolis a cédé. Ça marche bien aussi sur les tennis elbow, etc. Alors, comme toujours, il ne faut pas en mettre trop, hein, parce que plus vous allez mettre d'essence, plus ça risque de brûler et plus vous risquez d'inverser l'effet. Donc attention, 2-3 gouttes maximum et puis on observe ce qui se passe. Les douleurs par microtraumatisme sur sécheresse donc, vont bénéficier du pin sylvestre, qui est le grand remède des tendons enflammés, et en particulier de l'épaule, hein, ou du genévrier. Et puis, pour l'arthrose, alors vous avez une essence qui est merveilleuse, c'est la térébenthine. D'ailleurs, souvent, mes mamies qui viennent et qui craquent un petit peu de partout, je les taquine et je leur dis, vous savez, la térébenthine, vous avez dû vous en servir autrefois, c'est ce qu'on mettait sur les vieux meubles pour les conserver. Alors,
avec le sourire, ça passe. Ça va. Voilà. Rappelez-vous qu'il faut éviter de donner plus de 6 gouttes d'essence par jour et plus de 10 jours par mois. Vous savez qu'au bout d'un certain temps, vous allez bloquer les reins, vous allez avoir tout un tas de problèmes avec l'abus d'essence, que ce soit en quantité ou en durée. Faites attention avec les huiles essentielles. Voilà, donc les BNS vous permettent d'évaluer le type et le niveau des dysfonctions, ainsi que d'optimiser le confort du patient et les résultats à long terme. C'est ce qu'il faut se rappeler. Un patient, un BNS, au moins une fois par an. Une fois par an, généralement, ça suffit. Vous avez une bonne idée générale du niveau de l'inflammation, de la sécheresse, des facteurs métaboliques. Et à partir de là, vous pouvez mettre en place 1 ou 2 traitements dans l'année qui vont changer le devenir pathologique de votre patient, même avec des pathologies qui sont prises en charge par ailleurs par l'allopathie. Et puis surtout, ça va vous montrer des choses que les symptômes cliniques n'évoqueront pas forcément. Voilà donc les choses à lire. Évidemment, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, La médecine demain, qui est l'explication en termes simples du principe des BNS. Voilà. Alors, vous voyez, on a fait un petit gimmick qui tourne, on s'est amusé un petit peu. Voilà, ça, c'est mon copain Jean-Pierre Duboc qui a fait ça. Voilà. Alors, Aline, à nous. Vas-y, Aline. Oh là, il y en a des questions là. Ok. Jean-Yves, vous m'entendez? Oui, ça y est. Pardon. Alors, pour la capsulite de l'épaule, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, une capsulite de l'épaule, c'est toujours lié à un problème foie. C'est toujours lié à un problème foie parce que, bon, sauf si vraiment vous êtes tombé puis vous avez fait un arrachement de l'épaule, hein, évidemment. Mais je veux dire, l'atteinte, la capsulite de l'épaule, c'est un problème foie parce que d'abord, il y a la branche interne du méridien du foie va à l'épaule. Et ensuite, c'est une articulation qui est essentiellement tendinomusculaire. La surface articulaire de l'épaule, c'est rien du tout. Par contre, il y a un paquet de muscles et de ligaments qui enserrent cette articulation extraordinaire qui permet de faire des mouvements dans à peu près toutes les directions. Et donc, l'acide lactique et le fonctionnement du foie sont absolument fondamentaux là-dedans. Donc, pour moi, j'explore le foie et le plus souvent, ce que je rencontre, c'est un vide de sang du foie. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sont à tendance anémique, hein, pour des raisons diverses et variées, ou avec des sécheresses majeures. Hein, et évidemment, comme le rein est sec, il ne nourrit pas le foie. Et bref, on se retrouve avec des épaules gelées, par exemple, qui sont des blocages fonctionnels du foie. Mais ça ne sert à rien d'essayer de le débloquer ou de faire des injections, etc. Tant que vous n'allez pas traiter le foie de façon astucieuse, ça ne se débloque pas. Ok, merci. Moi, Jean-Yves, de mon côté, je ne vois pas plus de questions. Est-ce que vous en avez eu de votre côté? Vous disiez qu'il y avait beaucoup de questions. Je ne vois pas grand-chose, non. Ah, d'accord. Donc, je suppose que ça a été clair. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Par exemple, dans le cas d'une hernie discale, oui. Est-ce qu'il n'y a que la chirurgie pour… Alors, l'hernie discale, alors c'est une très bonne question. Merci Aline. Alors, la hernie discale, il y a 2 cas. Hein, où cette hernie peut être récupérée, c'est-à-dire peut revenir en place. Alors, elle va revenir en place avec le traitement anti-inflammatoire que vous allez mettre en place, avec le repos, avec l'ostéopathie. C'est là où l'ostéopathie a ses lettres de noblesse, c'est-à-dire on va décoapter un petit peu et on va permettre de récupérer. Et puis, vous avez les hernies qui sont sorties, c'est-à-dire le disque est vraiment sorti. Et là, on va faire tout ce qu'on veut, ça ne s'améliorera pas. Et donc là, il faudra la chirurgie. Voilà. Alors, j'en ai pas parlé, mais
les anticorps, les sérocytoles, disques vertébraux, par exemple, sont assez efficaces. Hein. Cartilage, foie, hein, ça marche bien aussi. Voilà. D'accord, merci. On nous parle d'injection ou pardon d'infiltration maintenant d'acide hyaluronique. Vous en pensez? Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que soit vous mettez une petite plante qui traite la sécheresse, hein, soit vous ne savez pas faire, et à ce moment-là, vous êtes obligé de mettre de l'acide hyaluronique dans l'articulation douloureuse. Ça, C'est le problème, encore une fois. bon, d'abord, c'est un petit risque, hein, mettre une aiguille dans une articulation, Mhm. c'est quand même pas idéal. Hein. Bon, moi, je pense que utiliser les essences, utiliser la phyto, utiliser l'homéo, c'est quand même plus physiologique. Hein. Et faire un BNS pour savoir où on en est. Et toujours sous le. Pour moi, le BNS, c'est vraiment la radio du praticien, c'est-à-dire ça vous donne l'environnement où on en est, quels sont les acteurs en jeu. Si vous voulez être précis et avoir un effet à long terme, vous ne pouvez pas vous passer du BNS. Je suis désolé, en rhumato. Moi, je récupère des gens qui ont été traités par des grands pontes à droite, à gauche. Hein. Je me rappelle, j'avais une charmante infirmière qui était bloquée, qui était en arrêt depuis je ne sais plus combien de temps, et on lui avait dit, vous avez un canal lombaire étroit, etc. Et bon, je la regarde, elle était brillonne hein, en homéopathie, c'est-à-dire il y avait une sécheresse qui était fondamentale. Et d'ailleurs, elle passait son temps à boire, elle était très sèche, enfin, elle avait tous les symptômes de la sécheresse. Dès qu'on a remis un peu d'eau dans le système, ben, elle n'avait plus de canal lombaire étroit, tu vois. D'accord. Ok. Et c'est quelque chose qui échappe à la médecine allopathique, en fait. Ben, la médecine allopathique, elle est merveilleuse, elle est gérée par les laboratoires hein, maintenant. Donc, en dehors des médicaments point de salut, mais des choses très simples comme les phénomènes de vide et de plénitude, les phénomènes de sécheresse et d'humidité, ils les dépistent pas, ils savent pas les traiter, donc ils sont dans des pathologies inflammatoires plus ou moins aiguës ou chroniques, et dans des pathologies de sécheresse et de déminéralisation comme en rhumatologie, ils sont assez impuissants. Hein. Donc ils sont obligés d'utiliser des choses assez... j'en ai pas parlé, par exemple, il y a une méthode qui est assez spectaculaire, hein, c'est l'injection de produits radioactifs dans les articulations. Ah, d'accord. Donc, ils brûlent l'articulation, ils injectent un isotope radioactif, le cartilage est carbonisé, et donc les gens ne souffrent plus. Bon. Oui, c'est peut-être un peu invasif comme méthode, oui. Oui, enfin, c'est surtout définitif. Aussi, c'est vrai. Mais alors, Jean-Yves, on va revenir un tout petit instant sur les 6 phases de Regweg. Oui. Et lorsqu'on se trouve en phase 4, par exemple, on n'a pas forcément encore développé une pathologie, mais on est en train de la développer, ou du moins les signes cliniques ne sont pas encore. Alors, la plupart des gens qui viennent nous voir pour des pathologies un petit peu durables, ils sont en phase 4. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'accord. Ils présentent des douleurs. Bon, ils présentent une sécheresse de la peau et des muqueuses. Déjà, ça c'est évident. Hein. La langue est sèche, les muqueuses sont sèches, etc. Ils présentent des douleurs qui sont généralement assez chroniques. D'accord. Un petit peu partout. Bon. Ils présentent des lithiases. Ils présentent une irritabilité. Ils présentent une fatigue. Ils présentent des fissures et des ulcérations. Un petit peu partout. Alors, on va voir bon, les fissures anales, la petite perlèche au niveau de la lèvre. Par exemple, sur une poussée d'herpès, ils vont avoir un ulcère d'estomac ou même simplement une gastrite. Ils vont avoir. Alors là, on est dans des phénomènes d'acidose et qui sont généralement sous-tendus par une inflammation chronique de type digestive, et c'est là qu'on met en évidence les intolérances alimentaires. Et parce que cette sécheresse, elle va se retrouver au niveau du tube digestif, et donc le tube digestif ne se défend plus correctement contre les aliments, et donc il réagit de façon inflammatoire, et tout ça va se manifester au niveau de la peau va devenir encore plus sèche et irritée. Il va y avoir ce qu'on appelle des dyspepsies, c'est-à-dire des remontées acides, des gaz, des diarrhées, tout ce que vous voulez. Et puis, il va y avoir une riche symptomatologie tendinomusculaire qui pourra même aller jusqu'à mimer une polyarthrite.
D'accord, mais alors, Les une gens fois qui qu'on... étaient étiquetés polyarthrite, on leur mettait une phyto, on arrêtait les aliments irritants et ils n'avaient plus de polyarthrite. D'accord, alors justement, là je rebondis sur ce que vous dites. Quand on est en phase 4, on peut malgré tout, avec une bonne thérapeutique, bien sûr naturelle, retomber en phase 3. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, on peut faire disparaître les symptômes et retrouver certains équilibres. D'accord. Et à partir du moment où on fait Oui. les intolérances alimentaires par éviction, est-ce qu'il faut également penser à la restauration, pourquoi pas, des entérocytes pour l'hyperperméabilité intestinale ou c'est pas Alors oui, forcément... oui, oui, on peut tout à fait faire un traitement pour limiter la perméabilité. Oui, oui, mais tout ça est très favorable, hein. Il n'y a pas de Mais, souci, hein. mais est-ce que l'hyperperméabilité peut se résoudre d'elle-même avec l'éviction des produits? J'aurais tendance à le croire à partir du moment où vous allez utiliser une plante qui va remettre de l'eau. D'accord. D'accord. Donc l'idée quand on est en phase 4 et qu'on est, parce que si j'ai bien compris, c'est en phase 4 qu'on va commencer à développer tous ces Oui. troubles Les troubles chroniques, oui. rhumatismaux, voilà. L'idée, c'est déjà d'aller voir si on n'a pas une intolérance alimentaire. Oui, Voilà, d'aller ça regarder doit être ça. assez systématique. Voilà, Mais de rajouter de l'eau dans les tissus, finalement. voilà, voilà, les plantes remettent de l'eau. Donc, de toute façon, il faut prescrire une plante. Et puis, D'accord. faut faire faut évaluer la possibilité d'une intolérance alimentaire. Alors, les quatre grands symptômes, c'est la dyspepsie sous toutes ses formes, remontée acide, gaz, etc. Maldigestion, gastralgie, etc. La peau sèche et enflammée. Mhm. Les périarthrites douloureuses qui peuvent être des épaules bloquées, des douleurs, même simplement des doigts, etc. Et puis, mais qui peuvent être beaucoup plus graves avec des lombalgies chroniques récidivantes, etc. Et puis, troisièmement, quand même, la fatigue et la dépression, hein, et l'irritabilité. D'accord. C'est des gens qui étaient gentils, qui commencent à râler, à en avoir marre de tout, etc. D'accord. Et comme les phases de Reykjavik sont évolutives avec le temps qui passe, ça explique pourquoi avec le temps on devient... Alors, si on met pas en place un certain nombre de choses pour réguler cette sécheresse et ces phénomènes inflammatoires chroniques, on sait bien que l'inflammation chronique va déboucher sur une auto-immunité ou sur un cancer. Ça, c'est D'accord. sûr. Et c'est là où il faut vraiment être très précis dans ce qu'on fait pour pouvoir maintenir longtemps le patient en bonne santé, en sachant Mhm. que de toute façon, à la fin, on sera noyé ou brûlé. Bien sûr. Mais alors, mais alors Mais on espère, j'espère qu'on va te garder à notre en bon état, voilà, voilà. souriante et en bon état comme d'habitude. Voilà, ben, j'espère aussi, j'espère aussi. Bon, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour toutes vos réponses et cette belle présentation, Jean-Yves. J'en profite pour vous rappeler que justement, Docteur Henry sera absent quelques temps, donc de retour fin avril, c'est ça? Un peu après le 20. Un petit peu après Pâques, oui, 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 mais Voilà. je vous rassure aussi, on a beaucoup travaillé sur le BNS qui va vous proposer tout un tas de nouvelles choses qui sont assez passionnantes. Donc, on vous exposera ça au mois de mai, au mois de juin. Je pense que ça vous plaira beaucoup. Voilà, donc avant l'été, des nouveautés sur le BNS et bien entendu, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on aimerait beaucoup également avoir votre avis, vos retours et vos suggestions d'amélioration sur les webinaires, sur les bilans en eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est des bilans qui sont faits aussi pour vous, prescripteurs, être praticiens. Et voilà, donc c'est vraiment un bon support de travail. C'est vraiment presque enfin, le point de départ de vos consultations avec vos patients. Donc, on attend vos retours. Merci de nous les communiquer. On les écoutera et on en prendra en considération avec grand plaisir. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.